Les Gilets jaunes encore et toujours et qui doivent manifester ce samedi pour la 3e semaine consécutive. Et dans le même temps, eh bien, le parti majoritaire va se doter d'un nouveau délégué général en la personne de Stanislas Guerini, qui est dans nos locaux ce matin, qui est député LaREM de Paris. Stanislas Guerini, bonjour. Bonjour. Alors il y a une élection, on va en parler. Les Gilets jaunes, le Premier ministre a-t-il raison de recevoir ou d'inviter à la Matignon plutôt des Gilets jaunes, parce qu'on ne sait pas s'ils iront d'ailleurs. Je crois qu'en tout cas, il a raison de se montrer ouvert. Ouais. On est exactement... Change de pied quand même. Hein. Mais on est dans une phase de concertation. Maintenant, Non, mais il faut passer il y a eu changement de pied. de la colère aux solutions. Ouais. Et donc pour les solutions, on a besoin de tout le monde. Ouais. De ceux qui sont en colère, de ceux qui ont des choses à proposer, des corps intermédiaires et aussi des citoyens. Ça veut dire que vous Donc, l'aviez mal appréhendé au début, ce mouvement, alors? Mais bien sûr, d'une certaine façon. Voilà, s'il faut faire un mea culpa, très bien. On n'a pas suffisamment ressenti les signaux faibles, quoi, comme on dit dans le pays. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Et d'une certaine façon, ça dit beaucoup de choses sur notre début de veut mandat. dire? Qu'est-ce qu'il va leur On a dire? foncé, Ouais. on a réformé, Ouais. on n'a pas encore transformé. Qu'est-ce qu'il va dire, le Premier ministre? Qu'est-ce qu'il peut leur dire? D'abord, il va écouter. Ouais. Avant de dire. Et je crois que pendant l'élection présidentielle, on disait il faut gagner le droit d'être entendu. Et c'est très vrai dans cette période-là. Il faut écouter, parce que nous, on a fait plein de choses en milliards d'euros, vous voyez, des politiques publiques, et je suis convaincu que c'est la bonne direction pour le pays. J'en suis totalement convaincu. Écoutez, Mais on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte la situation individuelle de chacun. Et maintenant, on est dans cette phase-là. Je crois que ça sert à ça. Ils vous disent quoi? Ils vous disent plein de choses à la fois, la fiscalité, le ton du président de la République, le 80 km/h, tout ça. Mais ils vous disent d'abord, supprimez-nous ou suspendez-nous cette taxe carbone sur l'essence et le diesel. Est-ce que c'est pas ça qui finalement va arriver? Mais parce que le Premier ministre est contre ça. Vous avez vu, et le Président de la République aussi. Oui, vous avez quand même vu qu'il y a eu une écoute et une réponse à cette question-là. Oui, mais est-ce qu'il vous demande ça? Le Président de la République, on peut quand même le dire en une seconde, parce qu'on a l'impression que dès qu'on annonce un truc, les choses sont périmées dans la seconde d'après. Le Président de la République a dit, ce qu'on va faire, c'est que chaque trimestre, on regardera en fonction de l'évolution des cours du pétrole. Si jamais il y a une envolée des cours, on pourra revenir sur la fiscalité. Bidule, pour reprendre l'expression, une usine à gaz. Mais ceci dit, ils vous disent le 1er janvier. Vous voyez très bien, d'une certaine façon, que la réponse rationnelle unique par la mesure magique, ça n'existe pas. Et que cette colère-là, elle dépasse en réalité largement la question du prix du carburant. Si ça n'était que ça, on aurait d'une certaine façon gagné la bataille de l'explication en disant, regardez, sur 30 centimes de hausse, il y a 3 centimes qui sont les taxes pour l'essence, 7 centimes sur le diesel. Ça n'est pas que ça, ce mouvement. Maintenant, repartons de la situation des gens, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mesures d'accompagnement, mais parfois, elles ne traversent pas l'atmosphère de la vraie vie des gens. Est-ce qu'il faut interdire une manifestation sur les Champs-Élysées samedi? Oui. Il faut l'interdire? Oui, ma réponse est très claire. Je ne veux pas qu'on revive ce qu'on a vécu samedi dernier. La casse, regardez l'image de la France dans le monde, les commerçants sur les Champs-Élysées qui étaient apeurés. Je crois qu'on rencontre aussi beaucoup de concitoyens qui ne veulent pas vivre ça et qui attendent de l'État. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? C'est une position personnelle que je vous donne là. Je pense qu'on attend aussi de l'État la protection et la garantie, y compris pour ceux qui manifestent légitimement. La CGT le fera aussi de son côté samedi. C'est une manifestation légitime. Elle se fait en bonne coordination avec la préfecture. Eh bien, moi je dis oui à la manifestation de la colère, y compris, non à toute situation qui peut donner lieu au débordement qu'on a vécu samedi dernier. Il faut leur donner un endroit, comme la dernière fois le Champ de Mars? Oui, je le crois. Mais ce n'est pas à moi de dire, c'est la préfecture de dire quel doit être l'endroit idoine pour manifester. Mais en tout cas, je crois que sur les Champs-Élysées, les conditions de sécurité, y compris des manifestants eux-mêmes, ne seront pas suffisamment garanties. Donc, il faut interdire. Alors, une élection qui doit intervenir samedi, sans grand suspense, que vous ne tenez pas à Paris d'ailleurs, parce que ça devait avoir lieu à la Bourse, mais pour cause de Gilets jaunes, vous vous déplacez vers Maison-Alfort, c'est ça? Mix de logistique, ça. On sera à Nogent, au pavillon Valtard. Il n'y a pas de suspense, je disais, il y a de fortes chances, tout le monde dit qu'il va voter pour vous. Néanmoins, on voit ce groupe à l'Assemblée nationale, on voit le parti quasiment inexistant, le groupe flotte, avec des députés qui disent il faut céder aux Gilets jaunes, d'autres qui disent non, d'autres qui ont des réponses techno, d'autres qui sont dans l'empathie. C'est difficile, non? Mais bien sûr que c'est difficile.
Je crois que ça flotte, là. C'est un moment, mais c'est un moment politique qui est difficile, évidemment, et c'est un moment difficile pour le pays tout entier, d'une certaine façon. Ouais. Le sort des députés de la majorité, vous voyez, je crois Ouais. que c'est un peu Est-ce secondaire que dans vous êtes notre unis débat. derrière Mais donc, le président de la République? Oui. Je crois que sur cette cohérence générale de la politique qu'on mène, sur le fait de moins Je parle taxer de le ce travail, conflit, de plus taxer les activités polluantes, oui, on est unis là-dessus. Mais ceci dit, vous me parlez de l'élection à la tête de la République En Marche, c'est le même sujet que les Gilets jaunes. Oui, mais c'est pour ça que je vous en parle. Quelle est notre capacité à être que vous allez plus faire, dans le vous quotidien des gens? Samedi après-midi, vous allez faire un discours. Qu'est-ce que vous allez dire? Bien, je vais dire qu'il faut qu'on se mobilise tous dans ce moment, parce que moi je crois que le moment de colère qu'on vit, ça peut être aussi une opportunité de reparler à des gens qu'on n'arrivait plus à toucher. Vous allez leur dire, soyez plus sur le terrain. C'est-à-dire qu'en tant que député, vous voyez, en tant que député, Oui. et je partage ce sentiment avec beaucoup de collègues, on fait des réunions publiques, on essaie d'aller vers les gens, mais d'une certaine façon, dans nos circonscriptions, il y a plein de personnes qui étaient indifférentes à la vie politique. Eh bien, l'essence de ce mouvement En Marche, c'est justement d'aller chercher les gens, d'aller être là où il n'y avait plus assez de politique. C'est quoi la recette? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être plus présent sur les territoires, notamment ne pas abandonner. Ils ne sont pas assez présents, les députés, la reine, sur les territoires, tout le monde le dit. Non, mais ça, il y a un peu de légende urbaine là-dedans. Les députés, ils sont dans leur circonscription, ils étaient beaucoup sur les ronds-points, au contact des Gilets jaunes. Je crois que ce n'est pas vrai de dire qu'on n'est pas assez présent. Mais effectivement, l'ancrage de notre mouvement territorial beaucoup plus fin, je crois que c'est l'enjeu prioritaire. Ça ne veut pas dire abandonner ce qui fait notre spécificité. On a lancé des projets citoyens, on a lancé des initiatives qui visent à engager plus de citoyens dans la vie politique. Il faut continuer ça. Donc, donner les bons outils qui partent un peu plus des personnes, un peu moins en milliards d'euros, un peu plus en centaines d'euros. Que chaque marcheur puisse savoir dire, dans ma ville, combien il y a de places dédoublées? Dans ma ville, quelle est la baisse de la taxe d'habitation? Dans ma ville, ils sont où les bâtiments qu'on va rénover et l'argent de l'État va aider à ça. Néanmoins, vous voyez, je crois que ça, c'est notre sujet ce que principal. vous demande une grande partie des Français, au-delà des Gilets jaunes qui sont des militants sur les ronds-points, ils vous disent il y a trop de taxes, on étouffe. Libérez-nous de toute cette bureaucratie fiscale qui existe en France. Est-ce que ça, vous allez vous y résoudre? Mais d'abord, ça veut dire faire des économies budgétaires aussi. Vous avez tout à fait raison. Et on est en train de voter en ce moment un budget qui va nous permettre, pour la 3e année consécutive, d'être sous les 3%. Ça fait 30 ans que c'était pas arrivé. Bon, est-ce que c'est la panacée? Non. Il y a toujours autant de fiscalité. Est-ce que c'est la panacée? Évidemment, non. Mais c'est la condition, vous avez bien raison de le dire comme ça, pour réduire la pression fiscale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça va suffisamment vite? Mais les Français ne le voient pas. Certainement vous voyez bien. Bien entendu, ça ne va jamais suffisamment vite. Mais c'est d'une certaine façon ma responsabilité aussi de dire que sur la feuille d'impôt, on commence à voir des choses qui se passent. Sur la taxe d'habitation, ce n'est pas une fake news de dire qu'il y a 3,3 milliards d'euros dès cette année qu'on rend aux Français. Ce sera 10 milliards d'euros dans les 3 années qui viennent. Donc, on a commencé ce mouvement de baisse de la pression fiscale. On le fera d'1 point de PIB sur la durée du quinquennat. Et ça, c'est un engagement qu'on va absolument tenir. Mais si on peut l'accélérer, il faut l'accélérer. Je crois que ça, c'est important de le dire, à la condition qu'on baisse effectivement la dépense publique. Il est où, votre président de groupe? On ne le voit pas. C'est très faux. Je crois que c'est très médiatiquement, injuste. on ne le voit pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était dans Le Parisien ce matin. Il a fait 2 matinales, je crois, cette semaine. Non, c'est pas vrai de dire qu'il n'existe pas. Il est au combat, en première ligne. Et puis, il passe du temps dans le groupe parlementaire, justement. D'une certaine façon, on nous fait parfois le reproche d'être des gotillons, et puis le reproche souvent, c'est d'être des frondeurs, vous voyez. Vous avez il y a peur un juste que ce équilibre, groupe c'est d'être député En Marche. Ce groupe, vous avez peur qu'il éclate? Non, je ne crois pas, parce que je crois qu'il est tenu d'abord par la conviction que ce président de la République, c'est une chance pour le pays. Et donc, si nous ratons notre mandat, et notamment si on commence à partir dans le zig et dans le zag, en changeant complètement de cap, on ne sera pas à la hauteur du mandat qu'on a reçu des Français, et ça tient le groupe. Alors, si vous êtes élu, ce qui risque d'être le cas, délégué général, vous êtes une des personnalités les plus importantes de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous faites d'ici au 25 décembre, jour de Noël, pour que ça s'arrête? Bien, je lance le mouvement à corps perdu dans ce moment de dialogue et de remontée d'idées. C'est pas suffisant. Les gens, ils veulent, ils vous sortent le portefeuille, ils vous disent, moi je paye. Bien entendu, mais vous voyez, ça serait d'une démagogie sans nom si je venais devant vous en vous disant
j'ai dans ma poche intérieure de mon costume la solution miracle qui va permettre de régler des problèmes qui en réalité sont enfoncés dans le pays depuis 30 ou 40 ans. Je crois que c'est ça aussi que les Français nous disent. Oui, on en a mais marre c'est des vous belles qui en paroles. héritez. On veut, oui bien sûr, et on l'assume parfaitement. Et donc, ce que nous voulons, c'est de trouver des solutions concrètes pour faire en sorte que les mesures qu'on a prises et qui ne sont pas inexistantes, quand le Premier ministre dit on va doubler la prime à la conversion pour les véhicules, quand le chèque énergie, on va le passer de 4 millions de personnes à 6 millions de personnes. C'est pas rien tout ça. Mais oui, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui ont droit au chèque énergie et qui n'en bénéficient même pas, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop techno. Je crois que notre job, à nous, c'est de faire ce dernier kilomètre. Est-ce que vous voyez, pas le dernier un peu kilomètre trop des techno? politiques publiques. Des têtes bien faites, des études, des choses, mais en face de vous, des c'est gens pour ça, qui ne sont pas dans cette situation. De temps en temps, vous on êtes un me dit, peu techno, de non? temps en temps, mais et votre question l'illustre, on me dit tout repose sur vos frêles épaules. À vous d'être le pédagogue de la majorité. Oui, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais moi, ma mission, je l'envisage beaucoup plus collectivement que ça. Ma mission, c'est de donner à tous les marcheurs, ou plus globalement à tous les gens qui ont envie que ça marche dans ce pays, les bons outils pour qu'eux-mêmes puissent aller en parler avec leurs voisins, avec leurs amis, de façon beaucoup plus convaincante que je pourrais le faire sur un plateau télé. Je crois que c'est ça la mission du futur délégué général. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que eh bien, la communication soit un peu mieux rodée entre le président de la République et le Premier ministre? On a l'impression que ça cafouille quand même un petit peu et que Moi, la parole rare du président de la République est de moins en moins rare, hein, quand même. Il s'exprime, il est au contact, il l'a fait pendant sa semaine d'itinérance notamment. Mémoriel, je crois qu'il faut le faire de cette façon-là, mais ma conviction, c'est que ce n'est pas un problème de communication. Aujourd'hui, ce que nous disent à corps et à cri les gens qui sont en colère, c'est un problème de fond. C'est un problème de résultat. Et donc, ce qu'ils veulent, et je suis le premier là-dessus, je vois des sondages qui disent 75% des Français sont en soutien des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement d'être en soutien des Gilets jaunes, mais si c'est de comprendre qu'ils soient en colère, qu'on leur présente la facture de 40 années de petits ajustements, bien ça, je suis le premier à le comprendre et à vouloir qu'on trouve ces solutions maintenant. Samedi à Nogent, il y aura le Premier ministre? Oui, il sera là. Et des membres du gouvernement? Oui, ils seront là. Ils seront là aussi? Oui. C'est un moment où on sera tous unis. Et vous ferez un discours? Bien, si je suis élu délégué général, je ferai un discours. Et le Premier ministre aussi? Oui. D'accord. Ainsi que le sortant, M. Castaner? Alors c'est Philippe Grandjean, le sortant, c'est vrai qu'il est, puisqu'il est délégué général par intérim, mais ça sera aussi l'occasion pour le futur délégué général de rendre hommage au boulot qui a été fait par Philippe Grandjean, par Christophe Castaner et par les prédécesseurs de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche. Dans le contexte actuel, vous restez optimiste? Oui, bien sûr. J'y crois comme au premier jour, à ce qu'on est en train de faire, mais il faut que maintenant, on entre davantage dans le quotidien des gens. On est avec Stanislas Guerini, peut-être futur délégué général du mouvement de La République En Marche. Et on continue à poser vos questions maintenant, chers internautes, avec Julie Conan-Profisi qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stanislas Guerini. Alors, on a pas mal de réactions, vous imaginez, à propos des Gilets jaunes, etc., sur le chat du Figaro. Et donc, une première question. Beaucoup d'internautes disent qu'il faut baisser le salaire des députés, donc en parallèle à la hausse des... Elle revient tout le temps, cette question. Oui. Est-ce une mesure que vous êtes prêt à prendre personnellement? Non. Je crois que ça serait démagogique que de le dire. Il faut rappeler peut-être, pas le salaire, mais l'indemnité d'un député. On gagne 5 500 € net. C'est beaucoup, évidemment. Plus des frais. Oui, plus des frais qui sont nos frais de mandat. Moi, je ne me paye pas... mais dûment bien sûr. Et la première loi qu'on a votée, c'est une loi pour la transparence, justement, où, contrairement aux pratiques passées, on déclare, comme dans n'importe quelle entreprise, nos notes de frais. Et c'est-à-dire qu'on est obligé de justifier que ce sont des frais qui sont bien liés à notre mandat. Ça, c'est absolument essentiel. Il doit y avoir la transparence. Donc la réponse est non. Mais je crois que ça ne réglerait pas le problème du pays et qu'on n'éteindrait pas la colère en prenant cette démarche-là. En revanche, c'est en trouvant des solutions pour les gens qu'on va éteindre cette colère. Autre question. Donc vous êtes député de Paris et à ce titre, Juliette a une question pour vous. Elle nous dit que les loyers à Paris sont exorbitants. Et comment peut-on faire donc, concrètement pour changer cela? Il faut construire plus. Il faut arrêter de penser Paris comme une forteresse où on devrait trouver toutes les solutions à l'intérieur sans penser qu'on fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui s'appelle le Grand Paris et dans lequel on doit pouvoir construire davantage. C'est ce qu'on essaye de faire. On a pris une loi pour favoriser justement dans le logement
simplifier les normes, le code de la construction et de l'habitation, on va en supprimer une page sur 5. On va la déchirer, cette page-là. On veut favoriser la mobilité aussi dans le logement social. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de mobilité. Et moi, je le vois tous les jours dans ma circonscription. Bien, ça défavorise les familles qui cherchent, qui ne comprennent pas en combien de temps ils vont pouvoir trouver un logement. Donc, il faut fluidifier absolument les choses. Je ne crois pas aux mesures de surencadrement, mais au contraire de libération de l'offre de logement. Puisqu'on est à Paris, Cédric Villani demain commence une campagne à Paris. Il va passer je ne sais pas combien d'heures dans les services publics partout. Votre candidat favori pour la mairie de Paris, moi, à l'intérieur de la REM? Je n'ai pas à me prononcer sur un nom. Ils sont tous légitimes aujourd'hui. Ceux qui seront légitimes, et je vais vous répondre de façon très précise, ceux qui auront participé au travail collectif qu'on est en train de faire depuis des mois. Moi, je vois que Benjamin Griveaux, il fait ce travail-là. Il le fait pleinement. D'autres prétendent ou pas pour l'instant. Moi, je n'ai jamais discuté de Paris avec Cédric Villani. D'accord. Alors, autre question. Donc, une députée La République En Marche, Sonia Crimi, estime qu'on l'a incitée à quitter le groupe pour avoir enfilé un gilet jaune quand elle a reçu des manifestants vendredi dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Moi, je ne suis pas président de groupe, donc ce n'est pas à moi de dire si effectivement. Je vais vous donner un avis personnel. Je vais vous donner un avis personnel. Ça ne tiendrait qu'à moi, effectivement. Je dirais qu'elle ne peut pas rester dans le groupe. Et donc, je le dis de façon très claire, parce qu'elle a pris des positions qui n'étaient pas seulement le fait d'enfiler un gilet jaune, mais qui étaient de se dire en désaccord globalement avec la manière dont on est en train de mener les choses. Je crois qu'il faut de la cohérence dans ce moment politique. Je rappelle que nous avons un certain nombre de collègues parlementaires qui ont été bousculés de façon très forte. Il y a certains collègues pour lesquels… Visiter la nuit même. Visiter la nuit, un feu dans leur jardin, des collègues qui doivent aller chercher leurs enfants avec un encadrement de la police. Je crois que dans ce moment-là, il faut un tout petit peu de clarté. On en a besoin et donc ça justifie la position personnelle que je prends. Hors de question que les députés de votre parti revêtissent des gilets jaunes. Je le crois. Quelle serait la cohérence? Alors, on a une question d'un habitué anti-MAC qui voudrait savoir quelle serait votre première mesure si vous êtes à la tête de La République En Marche. Bonne question. Ma première mesure, c'est si je suis élu samedi, de réunir les référents. Je crois qu'ils sont les cadres de notre mouvement. Les référents par département. Ce sont des citoyens qui ne sont pas élus, qui sont nos premiers engagés, qui organisent la vie du mouvement. Et donc, moi, je dis la priorité, c'est que maintenant, on fasse une implantation dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque territoire de France, beaucoup plus fine. Il faut qu'on s'appuie sur nos référents, qu'on leur donne toutes les informations, qu'on leur donne toute la formation, qu'on leur donne tous les outils. Donc, ma première mesure, ça sera de réunir les référents. Je veux aussi… Ils ne seront pas là samedi, les référents? Si, ils seront là, mais je veux les réunir spécifiquement, si je suis élu, à l'issue de notre conseil. Je veux aussi que ce mouvement il continue son travail d'élargissement politique, sociologique. Et donc, une de mes priorités, ça sera très rapidement de prendre attache avec les leaders de différentes formations politiques. Bien sûr, François Bayrou et le MoDem, c'est avec le MoDem que nous avons ce dialogue privilégié, mais je crois qu'il faut intensifier le dialogue avec d'autres formations politiques parce que la recomposition de la vie politique française n'est pas finie. Moi, je veux que En Marche soit le barycentre d'un mouvement qui soit aussi une alliance plus large de ceux qui pensent pas loin la même chose pour notre pays et qui veulent sincèrement le redresser. Autre question. Alors, dernière question. En ce moment, le MoDem présente une proposition de loi sur l'interdiction de la fessée. Comment vous vous placez sur ce débat? Je pense que c'est une bonne proposition de loi. Moi, j'y suis favorable parce qu'elle est symbolique. Elle va réécrire pour ça. Oui, parce que il faut, dans le Code civil, vous savez, il y a des passages du Code civil qu'on lit à l'occasion des mariages. Eh bien, si nous votons cette loi, dans tous les mariages en France, on dira de façon très claire que dans la loi, on interdit les violences physiques, quelles qu'elles soient, sur les enfants. Je sais qu'il y a une tradition lointaine, peut-être de nos grands-parents, qui peuvent être choqués par ce que je vais dire, mais aujourd'hui, la démonstration a été faite que ce ne sont pas des bonnes pratiques, y compris éducatives, que l'éducation positive, ça doit se répandre bien davantage dans notre pays. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si cette mesure, elle est de portée symbolique, il faut voter cette loi. En tout cas, là aussi, c'est mon opinion personnelle. Stanislas Guérini était dans nos locaux ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, y compris de nos internautes. Merci Julie Conan-Profisi. Vous êtes fait l'interprète de nos internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien.